Bonjour et bienvenue dans ma bulle de douceur, le podcast qui t'offre un moment de réconfort, d'inspiration dans ton parcours de parentalité. Je suis Océane, accompagnante postnatale et je suis ravie de t'accueillir dans cet espace où la parole se libère et où l'échange se veut sincère et chaleureux. Dans chaque épisode, nous plongerons ensemble dans des conversations enrichissantes avec des parents, des professionnels de la santé, du bien-être et de la petite enfance, ainsi que des créateurs français et françaises passionnés. Nous aborderons des sujets essentiels liés à la parentalité, des difficultés du quotidien et aux moments de joie et de bonheur. Je souhaite créer ici un véritable cocon où tu pourras trouver du réconfort, des conseils et surtout te sentir accompagné même à distance. Parce que oui, chaque parent mérite d'être entendu, soutenu et accompagné. Alors installe-toi confortablement, prends une grande respiration et laisse-toi envelopper par cette bulle de douceur. Car ensemble, nous allons explorer la parentalité avec amour, compassion et bienveillance. Merci de me rejoindre dans cette belle aventure et maintenant, laisse-toi emporter par ma bulle de douceur. Bonjour, je suis ravie de te retrouver dans ce premier épisode. Je me suis dédiée celui-ci pour que tu puisses aussi apprendre à me connaître. C'est vrai que par le biais de mes vidéos YouTube, je suis assez réservée et secrète sur ma vie sur certains points. Mais j'avais envie de vous partager un petit bout de ma vie sans trop rentrer dans les détails parce que j'aime aussi garder mon intimité et ce qui nécessite selon moi une part de réserve. Donc je vais commencer par me présenter parce que c'est important que tu saches aussi qui est la personne qui se cache derrière ma bulle de douceur. Donc je m'appelle Océane, je suis née en février 1999 et je suis du signe astrologique Poisson. Alors je te parle de mon signe astrologique parce que j'adore l'astrologie et je trouve que ce signe me correspond très bien. Comme j'ai pu te l'expliquer, j'adore l'astrologie et c'est souvent la première question que je pose quand je rencontre une nouvelle personne. Je lui dis toi c'est quoi ton signe astrologique? Et généralement en fait j'arrive à peu près à savoir si je vais matcher avec ce signe astrologique ou pas du tout. Mais ça m'arrive aussi parfois de me tromper parce qu'il y a l'ascendant qui peut aussi se mettre en jeu. D'ailleurs j'aimerais beaucoup apprendre à te connaître cher auditeur, donc si tu as envie de partager ton signe astrologique, n'hésite pas, il y a les commentaires pour ça. Donc moi je suis originaire d'Ille-et-Vilaine en Bretagne, donc c'est le département 35 et actuellement je réside à Caen dans le Calvados, donc dans le 14. Je suis l'aînée de la fratrie, donc j'ai deux petites sœurs, donc Marine qui est de juin 2002 et qui est du signe Gémeaux. Et puis il y a Anaïs qui est de novembre 2005 et qui est du signe Scorpion. Donc je suis de nature assez réservée, casanière, j'aime bien être dans ma bulle. Je stresse très souvent quand je suis en dehors de ma zone de confort. Là c'est vrai que je suis assez facilement chamboulée et donc j'ai découvert la méditation qui me permet de reposer mes émotions mais aussi de les canaliser, de les comprendre, de me poser vraiment avec mon émotion en disant mais ok tu es là, du coup qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu me submerges tout d'un coup. Et d'ailleurs, il m'a fallu de longues années pour comprendre pourquoi je me sentais différente par rapport aux autres personnes, aux autres enfants de mon âge. Et bien en fait, on a découvert que je suis hypersensible et donc ce qui expliquait pourquoi mes sens sont décuplés, pourquoi mes émotions sont ressenties fois 1000. Enfin bref, j'ai vraiment eu à ce jour des réponses claires à mes questions et ça m'a tout de suite rassurée. Je sais pas pourquoi, je me sens bien de savoir que je suis hypersensible parce que j'arrive à mettre un mot dessus et je me dis je suis pas totalement différente, c'est juste que je suis hypersensible et que je vis les choses intensément. J'ai remarqué que mon hypersensibilité dérangeait fortement parce que je suis différente des autres et parfois les autres ne comprennent pas pourquoi je réagis ainsi, donc ça a été très compliqué aussi d'expliquer aux personnes autour de moi en disant je suis hypersensible, donc ça m'arrive parfois de pleurer sans que j'ai d'explication plausible parce que parfois ça s'explique pas, je ressens les choses avec tellement d'intensité que je me rends pas forcément compte. Les personnes me disaient mais tu es trop sensible, faut vraiment que tu apprennes à te forger, sinon les gens ils vont te manger, etc. Alors oui et non. Donc dans un premier temps, c'est vrai que je me suis rendu compte que moi j'étais vraiment le maillon faible dans pas mal de groupes que j'ai pu avoir avec des amis ou avec des personnes que je rencontrais. Et donc j'ai appris à aussi m'affirmer en disant que ça c'est mes limites, ce sont mes valeurs et que mon hypersensibilité en fait j'ai dû la dompter et l'apprendre et non pas de me dire je vais changer pour les autres. En fait longtemps, pendant plusieurs années, donc durant mon enfance et mon adolescence, j'essaie de camoufler au maximum ces émotions pour faire partie des codes de la société, donc rentrer dans des groupes, etc. Mais je me suis rendu compte que le naturel revenait très vite au galop et donc je me suis dit il faut vraiment que je reste moi-même, que si
si mon hypersensibilité dérange, eh bien ces personnes elles prennent la porte et elles s'en vont en fait, parce que je me suis dit c'est pas possible que je fasse que m'adapter par rapport aux autres alors que les autres ils veulent pas s'adapter à moi, et c'est pas grave, j'ai appris à accepter que je ne peux pas correspondre à tout le monde, que tout ne correspond pas à mes attentes, et c'est totalement ok. Par contre, ce qui n'est pas ok, c'est de m'apporter du jugement ou bien des insultes, enfin voilà, je suis pas du tout d'accord avec ça, et c'est pour ça que aujourd'hui j'apprends à m'affirmer en disant voilà, là c'est ma limite, par contre là tu peux pas dire ça, ce n'est pas possible. Donc voilà, cette hypersensibilité est présente, donc j'ai appris à l'accepter, à la dompter, et je me suis toujours dit que je préférais être sensible par rapport à l'autre plutôt qu'insensible, parce que je n'arrive pas à comprendre, parce que du coup ça fait pas partie de moi l'insensibilité, donc d'ailleurs je sais pas si ça se dit, mais en tout cas voilà, je suis hypersensible et je suis heureuse de l'être, mais ça me fait rire parce que encore quelques années de ça, je pense que je me serais jamais dit ça. Alors pour poursuivre, lorsque j'étais bébé, mes parents m'ont expliqué que j'étais un bébé qui pleurait très souvent, qui demandait la proximité, le contact physique, et j'avais besoin d'être rassurée constamment. Donc rien de plus normal en fait pour un bébé, parce que bon, après tout dépend des bébés, de comment ils réagissent, mais souvent ce sont des comportements qui sont bénins et qui font partie en fait des bébés. Du coup mes parents ils ont fait ce qu'ils ont pu pour subvenir à mes besoins. Mais ma maman m'a eu à 23 ans et mon papa m'a eu à 27 ans. Et donc c'est un couple qui travaillait toujours très très dur pour subvenir à mes besoins. Et donc c'est pour ça que quand je suis née, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Ma maman a pris ce congé pour pouvoir s'occuper de moi. Puis par la suite, je suis rentrée en crèche. Et du coup mes parents, ils ont gardé comme souvenir que je grimpais au mur, que je montais un peu partout. Donc en fait, en bref, j'explorais le monde quoi. Et ce qui fait partie aussi de l'enfant, d'explorer tout cela. Mais c'est vrai que ce qui me faisait rire, c'est que mes parents me disaient on n'était jamais à l'heure, et c'est marrant parce que ça m'a fait vraiment penser à mes expériences en crèche, et donc je t'en parlerai plus tard. Du coup je voulais te partager quelques petites anecdotes que mes parents m'ont partagées sur moi bébé. Pour commencer, j'adorais manger des cornichons dans le frigo, je sais pas pourquoi, mais j'avais toujours cette envie d'aller en manger. On m'appelait souvent la bohémienne de part de mes tenues, de comment ma maman m'habillait. J'ai jamais trop compris pourquoi. J'ai toujours posé la question, mais pourquoi on m'appelait la bohémienne, je comprends pas vraiment. Et en fait elle me disait en fait c'est la façon dont tu t'habillais, du coup les personnes t'appelaient comme ça. Et je disais ok. Et on m'a toujours connue la petite brune aux cheveux bouclés et les joues rouges, et je les ai toujours aujourd'hui, mes joues rouges. Elles sont toujours présentes quand je suis gênée, quand j'ai chaud. En fait, pour plein d'autres raisons, et j'arrive pas à les expliquer. En fait, toutes les émotions qui me traversent, il faut savoir qu'elles se voient toutes sur mon visage. Et d'ailleurs, c'est ce qui est un petit peu embêtant, parce que des fois, j'aimerais bien camoufler mes émotions, mais c'est plus fort que moi, je peux pas. Je peux pas les camoufler, et du coup, les personnes, elles arrivent à cerner quand je suis en colère. Enfin, franchement, la colère, je pense que c'est l'émotion qui se voit le plus sur mon visage, c'est un truc de fou. Et genre, moi, je peux pas faire semblant, c'est-à-dire que je peux pas faire semblant avec quelqu'un. En fait, je suis toujours en fait naturelle, je dis ce que je pense, et j'ai pas toujours été comme ça, mais j'ai appris à le devenir en disant que ça, c'est pas correct pour moi. Mais il y a des moments où j'ai pas été très sympathique non plus avec des personnes de mon entourage ou des personnes que je côtoyais au quotidien, mais j'apprends vraiment à m'affirmer de façon respectueuse. Mais après, personne n'est parfait, et c'est vraiment la chose à laquelle j'essaie de me rassurer en me disant tu n'es pas parfait, tu apprends encore tous les jours et tu en apprendras encore tous les jours, donc ne t'inquiète pas, tu vas y arriver. En fait, je me parle beaucoup à moi-même, mais en fait j'ai vraiment besoin de rassurer, je pense, ce petit enfant intérieur qui est au fond de moi, qui a besoin d'être rassuré constamment. Et je vous jure que c'est une thérapie là qui m'aide énormément. Donc en bref, pour revenir à mes joues rouges, sachez que je suis très vite mal à l'aise quand on me dit ah elle rougit et tout. J'ai toujours eu horreur de ce genre de remarques. Je me sens encore plus mal à l'aise quand on me le dit. Donc si jamais un jour vous me voyez rougir, s'il vous plaît, respectez cela et ne me le dites pas. Sachez que je le sais parce que je sens la chaleur dans mes joues quand elles montent en moi, et je ne peux pas la camoufler. D'ailleurs, il y a des personnes qui autour de moi aiment beaucoup mes petites rougeurs parce qu'ils trouvent ça trop mignon et attendrissant, alors que moi il faut que j'apprenne à
à me dire aussi que ça fait partie de moi, mais ça va être encore un long chemin à prendre. Donc en maternelle, mes parents ils me faisaient part que j'adorais m'asseoir sur la chaise de la maîtresse. D'ailleurs j'en ai quelques souvenirs mais c'est assez flou. Mais je crois que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir mes premiers souvenirs. Ce qu'il faut savoir c'est que le cerveau humain, il prend 25 ans à être mature et donc les souvenirs se mettent en place à partir de l'âge de 3-4 ans environ. Donc vraiment il y a certains souvenirs que je me souviens et c'est vrai que j'aimais bien diriger, j'aimais bien me mettre vraiment face au groupe, vraiment très à l'aise. D'ailleurs on me considérait un petit peu comme le petit clown de service. Mais c'est fou parce que le temps m'a très vite rattrapée parce que par la suite en primaire j'étais très à l'aise mais à la fois très timide. C'est trop bizarre, enfin c'est ce que je vous disais au départ, je suis assez réservée. Mais je pense qu'il y a le naturel qui revient au galop, il y a la société aussi qui va temporiser en fait en disant calme-toi, rentre dans les codes, ne sois pas trop comme ci, trop comme ça, sois vraiment dans la normale. Mais en tout cas en primaire, moi tout roulait pour moi à ce moment-là. J'avais de très bonnes copines à l'époque. D'ailleurs j'ai toujours ma copine Marie avec qui je jouais au Pet Shop, je me souviens à l'école. J'ai plein de souvenirs qui me restent en tête. On avait caché en fait des escargots dans nos bureaux d'école. Vous savez, c'est des bureaux qui le dessus se surélevait et on pouvait mettre nos affaires de cours dedans. Et bien nous on mettait nos escargots et un jour on n'arrêtait pas de soulever le bureau pour regarder comment ils allaient. On avait mis de l'herbe, on avait mis vraiment un petit on leur avait fait vraiment un petit cocon et tout. Et là on s'était fait avoir par la maîtresse parce qu'elle avait vraiment vu ce qui s'était passé et du coup, on avait dû remettre les escargots dans la nature, mais c'est vrai qu'on avait beaucoup apprécié faire ça. D'ailleurs, on jouait aux billes aussi dans les racines des arbres de l'école, on adorait ça. On jouait aussi aux cartes Pokémon, enfin bref, il y avait tout plein de jeux intéressants à cette époque-là et j'en garde vraiment de très bons souvenirs. Quand je vous dis ça, c'était de la CP jusqu'au CE2, puis ensuite j'ai dû changer d'établissement, donc je suis arrivée dans un autre établissement en CM1, il me semble, jusqu'en CM2. Et donc j'habitais tout juste à côté d'une école, donc c'était super chouette parce qu'on était à 2 minutes de l'école à pied, donc mes parents avaient fait construire une maison et tout. C'est une maison que j'adorais beaucoup. Et c'est aussi à cette période-là que j'ai commencé à prendre en autonomie, donc ce qu'il faut savoir, c'est que depuis toute jeune, eh bien, je me suis occupée de mes petites sœurs. Donc, je les habillais, je préparais leur petit déjeuner, je les coiffais, je les emmenais à l'école. Et d'ailleurs, mon premier téléphone, je l'ai eu à l'âge de 6 ans, que je cachais du coup dans mon cartable. Ça me permettait d'être en contact avec mes parents s'il se passait quoi que ce soit. Parce que, en fait, très jeune, j'ai commencé à emmener mes sœurs à l'école. Je prenais leurs mains enfin, vraiment, j'étais très prudente. Et c'est à ce moment-là, du coup, que j'ai dû prendre énormément en autonomie, mais je me suis pas rendu compte à ce moment-là. Par contre, je me suis sentie toujours en décalage par rapport aux autres élèves. Et on me surnommait souvent la mini-adulte. De par les adultes, en fait, on me considérait très mature par rapport aux enfants de mon âge. Et c'est vrai que j'ai jamais trop compris ça, en fait. Moi, quand on me disait ça, je disais ouais, bah ok. Mais c'est vrai que je me rendais compte que j'étais pas comme tout le monde. Et j'arrivais pas à savoir, mais qu'est-ce qui faisait ma différence ? Et donc là, le passage de la primaire au collège a été très difficile pour moi parce que je passais d'un petit établissement à un gros établissement et c'est là que les choses ont empiré parce que les moqueries et le harcèlement scolaire ont commencé pour moi. C'est-à-dire que des filles et des garçons se moquaient de qui j'étais, de comment je m'habillais, comment je me maquillais et du fait que j'étais fan à cette période de Justin Bieber que j'ai découvert en 2009, donc j'avais 10 ans. Et c'était très compliqué pour moi parce que j'ai pas été suffisamment forgée. En fait, j'avais pas suffisamment cette force pour dire aux autres stop. Enfin, c'est pas possible de me dire des choses comme ça. Mais vraiment, ça m'a suivi du collège jusqu'au lycée et je crois que ça m'a profondément détruite. Je sais pas pourquoi en fait les autres se moquaient de moi. Après, je pense que j'avais pas les plus beaux habits par rapport à tout le monde. J'avais pas le sweat Baby Milo à cette époque-là. Enfin bref, je correspondais pas au code sociétal du regard des jeunes à ce moment-là. Et c'était très compliqué de me faire une place. J'arrivais à avoir quand même quelques copines, mais très vite en fait, j'étais cataloguée. En fait, vraiment, c'était très difficile quoi. Puis vraiment, j'étais tellement fragile, tellement faible que en fait, je prenais tout sur les épaules quoi.
Du coup, en fait, comme j'ai pu vous le dire, c'est que j'en ai beaucoup souffert et du coup, j'ai eu des pensées très sombres. Et en fait, je pense qu'ils se rendaient pas compte de tout ça. Ces personnes-là, aujourd'hui, je sais même pas s'ils se souviennent de moi ou de ce qu'ils ont pu faire. Enfin, je pense pas. Mais c'est vrai qu'il faut se rendre compte aussi que parfois, nos actes, ils ont vraiment un impact sur la vie des autres. Et après, quand je raconte tout ça, j'ai l'impression de m'apitoyer sur mon sort. C'est pas en tout cas ce que je veux promouvoir, mais ce que je veux dire, c'est que on fait tous des erreurs et je trouve que c'est important aussi de rappeler que on est humain, on a le droit de s'excuser, on a le droit de dire que c'était une période de notre vie où on s'est permis des choses qui étaient pas du tout correctes. Et moi, franchement, je crois à l'idée que c'est toujours ok de s'excuser, on peut pardonner, mais on a le droit aussi de ne pas oublier en fait ce qui a été fait. J'ai vraiment travaillé sur moi-même aussi en me disant, tu peux pardonner, mais tu n'es pas obligé d'oublier ce qui s'est passé. En fait, le fait de pardonner, ça m'a permis aussi dans plusieurs situations de me dire, là, je rebondis de plus belle et je mérite aussi d'avoir une vie qui correspond à mes attentes, dont j'ai besoin et que j'ai envie, et pas garder en fait ces moments sombres de ma vie, même si je sais qu'elles sont là, mais j'ai appris à les accepter en disant, elles sont là, elles ont fait partie de mon passé, elles ont fait partie de moi-même, c'est ma force d'aujourd'hui, mais par contre, voilà, j'essaie de me dire, ce qui est fait, mais je n'oublie pas. Et du coup, vu que j'étais assez seule, je me suis enfermée sur internet, donc sur Abo. Je sais pas si vous avez connu cette plateforme là, mais moi j'ai rencontré beaucoup de personnes, dont encore certains dont j'ai leur contact sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, j'étais très connue sur cette plateforme là, je sais plus quel pseudo j'avais, je crois que c'était Skate Loli peut-être. J'étais très connue. Et c'était vraiment mes vrais amis à cette époque-là. Vraiment, dès que je rentrais de l'école, je me rappelle, je révisais pas du tout mes cours, c'est que je m'installais devant mon ordi et je papotais avec tout le monde. En fait, il y avait pas de prise de tête là-bas et c'était tellement bien. Et c'était des personnes qui me jugeaient pas sur mon physique. Je me rappelle quand on faisait des Skype ou sur MSN ou autre, j'enlevais mes lunettes parce qu'en fait, j'avais mes lunettes de vue qui étaient pas très jolies non plus. Et donc, quand je les enlevais, tout de suite, j'ai l'impression d'être une personne beaucoup plus jolie, qui correspondait aux attentes de tout le monde, et bref, ça m'a suivi encore pendant de longues années. Mais j'avais aussi mes meilleurs amis qui me suivaient au quotidien quand j'allais à l'école. Ce sont mes livres. Mes livres m'ont beaucoup sauvée parce que j'ai appris aussi qu'il valait mieux être seul que mal accompagné, et ça c'est réel. Pour moi, les livres, ils m'ont permis d'avoir cette boussole au quotidien, de ne jamais être seule. Et beaucoup se moquaient parce qu'en fait j'étais avec mes livres et tout, mais moi, qu'importe, j'adorais lire, je suis passionnée. D'ailleurs, c'est mon échappatoire, c'est ma bulle et mon cocon. Enfin, moi, mon rêve par la suite, ça serait vraiment d'écrire un livre. Alors, je ne sais pas sur quoi j'aimerais écrire un livre parce que j'ai tout plein d'idées. Enfin bref, j'aimerais écrire un livre sur moi-même, sur ce que j'ai vécu, soit sur la parentalité, la petite enfance, soit écrire des ouvrages dédiés aux enfants. Enfin bref, j'ai toujours plein d'idées qui fusent dans ma tête. Vous voyez, je peux pas m'arrêter à un seul projet, il faut vraiment que je fasse plein de choses. Et beaucoup m'ont fait la remarque aussi, et j'en suis vraiment navrée, mais ça fait partie de moi, c'est que je parle très vite. Mon entourage me le dit assez souvent, tu parles très vite, on n'arrive pas toujours à te comprendre, et j'en suis fortement désolée, mais c'est vrai que je me suis rendu compte que je parlais très vite parce que souvent, quand je parlais, les gens me coupaient la parole, et donc je crois que mon cerveau, il a enregistré, si tu veux que tu te fasses comprendre et que tu veux pas qu'on te coupe la parole, dans ces cas-là, il va falloir que tu parles très très vite. Et donc du coup, j'ai appris à parler très très vite. Et donc parfois, ça me pèse parce que parfois je mange mes mots, parfois je bute sur des mots, parfois... En fait, il y a tellement de mots qui fusent dans ma tête que parfois, les phrases, elles ne sont pas forcément françaises ou ne sont pas mises de façon correcte. Et ce qui fait que parfois, je fais des fautes de français alors que pourtant je suis la première à faire attention et à reprendre les gens par rapport à ça. D'ailleurs, je m'en excuse parce que je sais que c'est aussi une erreur de reprendre les gens. Je travaille aussi sur moi, je sais que j'ai encore plein de choses à travailler, mais je suis pas parfaite et je tenais aussi à vous le partager parce que personne n'est parfait et ça fait aussi la beauté de chacun. Donc voilà, si je parle très vite, d'ailleurs je pense que dans ce podcast je parle très vite, je m'en excuse fortement, mais ça fait partie de moi et je ne peux pas contrôler ça à part juste me dire parle doucement. Voilà. Du coup, pour revenir à mes rencontres sur internet, je voulais aussi vous partager qu'il y a du bon et du mauvais. Donc comme j'ai pu vous faire part, j'ai rencontré de très belles personnes qui sont aujourd'hui des connaissances, mais il m'est arrivé quelque chose de très dramatique et d'ailleurs j'en avais fait une vidéo sur ma chaîne YouTube parce que je voulais vraiment montrer qu'il y a pas forcément des bonnes personnes un peu partout. Donc en fait en 2014 il m'arrive quelque chose de vraiment très effroyable, c'est-à-dire que je croyais être en couple avec un garçon nommé Baptiste pendant 6 mois de relation à distance. Elle m'avoue en fait qu'elle était une fille et qu'elle s'en excuse, et là mon monde s'effondre. Mais vous allez me dire mais pourquoi tu t'es pas rendu compte et tout ? Bah non.
parce qu'en fait elle m'envoyait des photos d'un garçon, mais vraiment je ne pensais pas du tout que j'allais me faire avoir, vraiment j'y croyais tellement fort, puis je l'aimais vraiment fort en fait. Et même par appel téléphonique, sa voix elle me paraissait pas du tout efféminée, mais vraiment pas. Et vraiment, quand je me suis fait avoir, mais mon monde s'est écroulé, en fait, je me suis retrouvée tout de suite toute seule et j'ai l'impression que en fait, vous savez, quand on se sent tout seul et qu'on s'assoit dans une pièce et que t'as l'impression que le monde en fait, s'engouffre autour de toi, j'avais vraiment cette sensation-là, je me rappellerai toujours comment j'étais. Et ça, franchement, ça a continué, vraiment, je m'entourais de personnes qui étaient pas du tout saines pour moi, parce qu'en fait, à cette époque-là, j'en souffrais beaucoup, mais j'ai aussi rencontré un autre garçon d'ailleurs qui était de Rennes à ce moment-là. On était aussi en relation à distance et qui m'a fait énormément souffrir, qui était pas du tout sain pour moi par rapport à mes valeurs, par rapport à ce que je voyais, et j'ai eu beaucoup de mal à me sortir de cette spirale infernale parce que je ne voyais qu'à travers ce garçon-là. Alors que ce garçon, il n'en avait rien à faire de moi et qu'il se moquait constamment de moi sur les réseaux, ou n'hésitait pas à aller voir d'autres filles alors qu'on était en relation à distance. Et franchement, ça n'a pas été facile ces années collège, mais ce n'est pas le pire parce que la suite arrive. Mais ce que je voulais dire, c'est que pour moi, en fait, à ce moment-là, l'amour, ça a fait toujours partie de moi. D'ailleurs, je trouve que c'est fabuleux de voir deux êtres qui s'aiment très fort. D'ailleurs, moi, c'est pour ça que j'adore lire des histoires d'amour ou de regarder des films à l'eau de rose. Parce que moi, j'adore l'amour. J'ai toujours été vouée, je pense, à rencontrer mon âme sœur, à vraiment... Enfin, je sais pas, j'adore les histoires d'amour, j'adore l'amour, j'adore ça. Et je peux pas le nier. Du coup, pour conclure ce chapitre du collège, fin du collège, du coup, j'obtiens mon brevet malgré tout avec pile poil la moyenne. Mais je l'ai eu, donc j'étais très très fière. J'avais pas du tout bossé sur mes cours, mais ma maman m'avait beaucoup aidée dans mes révisions, et heureusement, parce que franchement, j'ai eu très peur de ne pas l'avoir. Et je sais que si j'aurais bossé correctement, je suis sûre que j'aurais pu avoir une moyenne, mais bref, qu'importe, en tout cas, je suis très heureuse d'avoir mon brevet aujourd'hui. Et du coup, c'est aussi le moment où j'ouvre ma chaîne YouTube, qui, à ce moment-là, je l'ai nommée Peaceful Darling. Je n'ai aucune idée de la raison de ce pseudo, mais je l'ai changé plusieurs fois, cette chaîne YouTube, de nom, parce que j'arrivais jamais à trouver celui qui me correspondait. Mais aujourd'hui, écoutez, je suis heureuse d'avoir celui-là. Peut-être que ça changera, peut-être que ça ne changera pas, mais en tout cas, j'aime beaucoup I'm Ocean et Baby Bloom. Mais après, je pense que par la suite, j'aimerais beaucoup le définir en Baby Bloom, parce que Baby Bloom, je sais pas, ça m'évoque plein de choses, mais ça, je vous en parlerai plus tard. On arrive au lycée. Et au lycée, c'est le harcèlement scolaire qui recommence, les moqueries. Bref, j'ai toujours pas réussi à être plus forte que ça, à montrer que je suis pas d'accord. Donc bien sûr que les personnes ont très vu que j'étais le maillon faible encore une fois. Donc ils s'en prenaient à moi. D'ailleurs ça a pris des proportions énormes parce que en fait au moment du collège c'était plus des moqueries sur mon physique, etc. Là au lycée, ça s'attaquait vraiment physiquement. En fait ce qui se passait c'est que je recevais des feuilles de papier pleines de bave dans les cheveux parce que j'étais souvent au premier rang. En fait je me suis enfermée dans les cours parce que j'aimais beaucoup ça. Et malheureusement, j'étais pas non plus la bonne élève qui révisait bien, enfin en tout cas parce que j'arrivais pas à me concentrer, j'arrivais pas. Et du coup, en fait, on avait découvert aussi mes vidéos YouTube, donc on se moquait de moi dans les couloirs, on disait « Vous avez vu, elle a sorti une nouvelle vidéo, elle a dit ça sur tel sujet, etc. » Et c'est vrai que ça me faisait tellement de mal parce que tout le monde regardait, et puis moi, je détestais avoir l'attention de tout le monde. En fait, le regard pesant de chacun sur moi, j'avais horreur de ça, et donc je devenais très vite rouge. Donc en fait, on en profitait de ces moments de faiblesse pour moi, pour en fait continuer à appuyer sur cette faiblesse, et franchement, ça m'a beaucoup détruit. Et puis un jour, en fait, ça m'avait tellement pesé qu'en fait un jour j'ai recadré une fille de ma classe et parce qu'en fait j'en avais eu marre, et du coup elle disait mais en fait moi je comprends en fait pourquoi les gens ils t'apprécient pas, c'est parce qu'en fait t'es tout le temps en colère, tu donnes pas envie de, enfin je sais plus quel mot elle avait pris, mais ça m'avait tellement heurté le cœur que en fait je me suis dit mais pourquoi je suis le problème de tout le monde à chaque fois, pourquoi en fait je crée des conflits partout alors que je demande absolument rien en fait. Après j'avais cette facilité quand même à aller chercher de l'aide, c'est-à-dire que j'en parlais avec mes parents m'ont beaucoup soutenue, ils m'ont beaucoup épaulée et je la remercierai énormément pour tout ça. Mon père il a toujours pris la défense, il venait à l'école, il tapait du poing sur la table en disant mais là il faut faire quelque chose, c'est pas possible. Enfin ma mère elle venait aussi quand je me rappelle au collège pour en informer, mais à chaque fois pour les directeurs d'établissement je
je me souviendrai toujours, c'était ma faute. En fait, c'était ma faute parce que j'étais responsable de créer ces polémiques autour de moi. Enfin bref, c'était très compliqué. Je me rappelle d'une fille qui était beaucoup plus âgée que moi, qui en fait, à chaque fois qu'elle me voyait, elle disait des insultes. Enfin, en fait, ça a été très difficile pour moi de me reconstruire parce que tous les jours, j'en prenais plein la tronche. Et en fait, à chaque fois, je me disais, mais c'est beau de voir des belles affiches sur le harcèlement scolaire, sur les murs et tout, de l'établissement et tout ça. Mais par contre, quand il s'agit de mettre en place des choses pour pouvoir dire c'est stop, y a personne. Et ça a été très problématique. Enfin, franchement, j'en ai eu vraiment marre, j'en ai beaucoup bavé. Et c'est pour ça que aujourd'hui, je suis une jeune femme qui se reconstruit, qui prend le temps et qui se dit aussi, tout ce qui t'est arrivé, il va falloir que tu te reconstruises, ma belle, et que tu prennes soin de toi parce que t'as pas pu prendre soin de toi ces dernières années parce qu'on t'en laissait pas non plus la chance. Et franchement, j'ai eu beaucoup de pensées sombres, hein. Je pense que du collège au lycée, même encore en tant que jeune femme, franchement j'en ai beaucoup eu et je peux pas mettre de mots là-dessus, vous voyez, sur ce que je vais vous dire, mais les pensées sombres, je pense que vous voyez ce que je veux dire par rapport à ça. Mais franchement, plusieurs fois, j'y ai pensé et si jamais ça vous arrive, vraiment, je vais faire de la prévention par rapport à ça, mais n'hésitez pas à en parler, s'il vous plaît, ne restez pas seul. Je sais que parfois, on a l'impression de se sentir isolé, que personne ne comprend, mais je vous assure qu'il y a des personnes autour de vous qui vous aiment plus fort que tout et qui feront n'importe quoi pour pouvoir vous aider. Et il faut vraiment que vous tendiez la main. Et que toutes les personnes qui remarquent un changement brutal chez une personne qui ne va pas bien du tout, bref, vous voyez des différences, n'hésitez pas à vraiment aller l'aider, la soutenir. Pareil, si vous voyez du harcèlement, que ce soit physique, émotionnel, psychologique, enfin bref, toutes sortes de harcèlement que vous voyez au quotidien dans les établissements scolaires ou pas, franchement, intervenez et défendez ces personnes-là parce que c'est vraiment, ça détruit une personne et après c'est très difficile pour se reconstruire. Donc s'il vous plaît, prenez soin des uns et des autres, c'est vraiment hyper important. Mais malgré tout, je me suis trouvée quand même hyper forte et je voulais vraiment me remercier d'avoir tenu le coup parce que je suis fière de mon parcours, je suis fière de moi, que malgré même tout ce qui a pu se passer, que ces personnes qui m'ont fait vraiment du mal, que ces professeurs qui étaient pas du tout soutenants, en tout cas c'était pas la majorité heureusement, mais merci en fait d'être restée moi-même et merci pour toutes les épines parce que ça fait vraiment la rose que je suis aujourd'hui. Je peux juste être fière de moi parce que vraiment je reviens de loin, de loin en fait, c'est ça que je veux dire, et je suis fière en fait de mon parcours, de où j'en suis aujourd'hui et de tout ce que je crée aujourd'hui pour pouvoir aider les autres franchement j'arrête pas de le répéter, mais vraiment je suis hyper fière de moi et j'espère vraiment me l'ancrer au fond de moi-même. Je suis fière de moi. Petite note à moi-même, si jamais tu réécoutes ce podcast, ma grande, je sais que t'en as bavé, on t'en fera encore baver, parce que la vie c'est du positif, mais parfois du négatif, mais sache que tu apprends toujours dans le négatif, il y a toujours une leçon que tu vas apprendre, donc écoute-moi bien, reste digne, prends le temps qu'il te faut pour toi et ton bien-être intérieur et ne laisse personne éteindre ta lumière, parce que tu sais ce que tu vaux et tu sais ce que tu apportes au quotidien pour ces personnes. Bref, tu sais que t'as une importance, donc fonce. Et surtout, je voulais juste te dire quelque chose de très important. Entoure-toi de personnes qui croient en toi, qui t'aiment, qui te valorisent au quotidien et surtout, laisse partir les personnes qui ne te font pas du bien ou qui ne t'apportent pas vraiment du bien du tout. Voilà, je voulais m'adresser ces quelques mots. Du coup, je vous ai pas parlé de mes études durant le lycée, mais j'ai réalisé un bac pro SAPAT, donc c'est un bac professionnel de service à la personne et au territoire, donc qui est sur 3 ans. Donc j'ai commencé avec un BEPA et ensuite une année de BEPA et 2 années de bac pro SAPAT. Donc le BEPA, c'est brevet d'études professionnelles agricoles. Donc ces 3 années m'ont permis d'effectuer des stages en micro-crèche, mais aussi de savoir dans quel service à la personne j'aimerais m'orienter. Donc il y avait les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, mais également les enfants. Et donc moi, je suis partie vers les enfants parce que fin du collège, j'ai essayé de faire un stage en coiffure parce que j'aimais beaucoup la coiffure, sauf que effectivement, je correspondais pas non plus aux attentes de la coiffeuse parce que j'étais trop timide, trop réservée. Bref, en fait, on m'a recalée direct. Donc, je savais au fond de moi que dans tous les cas, il me restait la deuxième étape, c'est-à-dire travailler auprès des enfants. Et donc, je suis partie dans ce lycée-là. Et c'est vrai que j'avais beaucoup apprécié les stages en micro-crèche parce que j'aimais trop cet aspect cocon, d'être avec un petit groupe d'enfants. Et d'ailleurs, c'est ça qui m'a convaincue de me tourner dans cette branche. D'ailleurs, j'ai obtenu mon bac pro SAPAT avec mention
assez bien, donc j'étais très très fière de moi. Et justement, durant mes stages en crèche, vraiment, je me suis dit, mais j'aimerais trop devenir éducatrice de jeunes enfants. Ça a toujours été ma volonté, mon souhait, parce que j'avais rencontré des piliers dans la micro-crèche qui étaient vraiment formidables. Je vous remercie énormément, Élise et Aude. Si vous passez par là, je sais pas si vous écouterez mon podcast, mais merci énormément parce que c'est toutes deux éducatrices de jeunes enfants qui m'ont fait aimer leur métier, la façon de voir les choses. D'ailleurs, c'est elles qui m'ont fait confiance parce que, en fait, elles m'ont permis en fait, j'ai vraiment eu beaucoup de chance à ce moment-là parce que j'étais tombée sur une micro-crèche vraiment formidable avec des équipes vraiment formidables, comme j'ai pu vous le dire. Mais j'ai commencé aussi très vite à me faire connaître dans le babysitting, donc j'ai fait vraiment beaucoup de babysitting avec des enfants et j'ai vraiment adoré ça. J'ai encore beaucoup de familles à laquelle je leur manque encore aujourd'hui, mais franchement ils m'ont offert tellement d'amour, j'ai tellement adoré m'occuper d'eux, enfin j'ai toujours aimé être au contact des enfants. Bref, vous voyez bien que c'est ma passion. Donc du coup à la fin du lycée, donc comme je vous ai dit, j'obtiens mon bac pro SAPAT, mais sauf que j'en parle de mes souhaits, que je souhaite partir dans une école d'éducatrice de jeunes enfants, donc je me fais recaler par le directeur qui me dit que par rapport à ma moyenne qui était de 11-12, c'était pas du tout favorable pour partir dans une école d'éducatrice de jeunes enfants. J'en parle avec mes parents, sauf que mes parents n'avaient pas du tout les moyens, j'avais pas du tout les moyens non plus parce que je travaillais pas à cette époque-là. Donc ça a été très compliqué, donc j'ai dû abandonner ce rêve de devenir éducatrice de jeunes enfants. Mais je me suis dit, dans tous les cas, au pire, il me reste en recours le CAP petite enfance que je peux déjà dans un premier temps essayer, de voir si ça me correspond, etc. Et c'est vrai que ça m'avait beaucoup plu, j'avais adoré les stages, j'avais adoré rédiger mon petit livret, enfin bref, en tout cas, j'avais beaucoup aimé le CAP petite enfance qui d'ailleurs était sur quelques mois, je crois que c'était 8 mois. Et donc ça, je vous parle de ça, c'était en 2017. Et puis ensuite, mon CAP petite enfance, je l'ai obtenu en 2018. Et puis comme je vous ai dit, durant ces stages-là, c'est ça qui m'a forgé mon expérience et de savoir aussi que j'avais envie de me tourner vers la petite enfance et principalement dans les micro-crèches parce que les micro-crèches, j'adorais ce côté cocon, très familial où on avait vraiment le temps de s'occuper des enfants et ça j'ai beaucoup apprécié. Mais j'avais également fait des stages en école maternelle, dans une crèche parentale, etc. Mais là pour le coup c'était un peu moins ce qui correspondait à mes attentes, donc du coup j'ai attendu pour avoir aussi ma place dans la micro-crèche. Donc en fait ce qui s'est passé c'est que je pensais vraiment avoir une place directe, sauf que le secteur était bouché à ce moment-là dans mon lieu d'habitation. Donc j'étais partie rejoindre ma mère à travailler en usine, donc j'ai travaillé en usine pendant plusieurs mois pour me faire des sous, pour payer mon permis, ma voiture, et j'avais réussi à payer ma voiture et une partie de mon permis parce que mes parents m'ont aidé à contribuer à cela et du coup j'en suis très reconnaissante encore. Donc encore merci pour tout. Quelques mois plus tard, mon rêve s'exauce, c'est-à-dire que je reçois un appel téléphonique de la directrice qui me dit on aurait besoin d'une remplaçante sur un congé mater, du coup en juillet 2018, et là je signe mon premier CDD en micro-crèche et j'étais tellement heureuse parce qu'on me faisait confiance, les directrices elles me connaissaient très très bien, je gardais leurs enfants aussi, donc franchement on se connaissait très bien et on avait une bonne entente, donc j'étais vraiment la plus heureuse du monde. Mais ça a été compliqué aussi parce que c'est un métier qui est très féminin. Et donc parfois, en fait, j'ai l'impression de retourner pareil au lycée. C'était compliqué, je correspondais pas aux attentes de tout le monde. Donc bref, les conflits revenaient, donc c'était très compliqué. Après, j'avoue, j'étais pas non plus très simple aussi. Mais voilà, donc j'ai continué mon chemin. Et donc on est parti en vacances d'été à Granville parce que j'adore Granville. Et donc du coup on était parti dans un camping avec mes parents. Et c'est cet été-là, au mois d'août 2018, que je rencontre l'amour de ma vie. Et donc aujourd'hui ça fait 5 ans qu'on est ensemble, malgré une petite coupure, mais on est toujours ensemble et je suis très heureuse d'être avec lui aujourd'hui. Mais je ne pensais pas que ça aurait été l'amour de ma vie, mais en fait on a eu un coup de foudre. Et petite anecdote sur notre rencontre, quand on s'est rencontrés, la montre de mon copain, elle s'est figée, elle s'est arrêtée et c'était trop bizarre. Et depuis il l'a toujours sur lui, il l'a jamais fait réparer, ça va faire 5 ans c'est vraiment un souvenir qu'on garde en mémoire, mais on s'est pas rendu compte à ce moment-là qu'on a eu un coup de foudre, mais c'est quand moi j'étais rentrée de vacances pour reprendre le travail qui me manquait, mais je sais pas, il y a eu un déclic ce soir-là, on avait eu plein de points communs, l'automobile, les motos, notre rêve d'aller à Tomorrowland, et puis en fait on avait commencé à se parler parce qu'il y avait un petit chaton
qui était là à la soirée et c'est ça qui nous avait réunis, l'amour pour les animaux. Et vraiment purée, je me dis mais quand je me rends compte vraiment digne d'une histoire d'amour tirée d'un livre hein, mais vraiment ouais c'était trop chou. Et malheureusement ce soir-là eh bien j'étais repartie avec le mauvais garçon et j'étais très malheureuse. Donc en fait avec ce garçon-là ça avait duré 1 semaine et au final celui avec qui j'avais le coup de foudre, donc mon conjoint actuel, eh bien je l'avais recontacté sur Facebook et c'est vrai qu'il m'avait cherché sur Facebook, mais moi en fait c'est difficile de me retrouver parce que j'ai pas mis mon nom de famille et donc moi j'avais réussi à le retrouver et c'était compliqué aussi parce que je sais pourquoi j'étais pas partie avec le bon garçon ce soir-là. C'est parce qu'en fait mon conjoint à ce moment-là était venu avec une fille qui, elle, se considérait comme sa meilleure amie, alors qu'il me disait quelques années plus tard que c'était pas du tout sa meilleure amie, c'était juste une amie à lui. Et elle me disait, oui, ses places réservées, il est à moi, etc. Et je disais, bah ouais, mais il me plaît beaucoup, enfin voilà. Elle me dit, bah non, voilà. Alors qu'ils étaient pas du tout ensemble. Donc du coup j'avais quand même tenté le tout pour le tout, tu vois, je m'étais dit bon bah voilà je vais essayer de le contacter et au final il y avait eu le coup de foudre aussi pour moi et ça a matché direct, c'est un truc de malade. Et donc on avait quand même une distance de 1h40 qui nous séparait parce que lui était de Caen, enfin de Bayeux à ce moment-là et moi du coup j'habitais juste à côté de Rennes, donc du coup c'est vrai que ça prenait un petit peu de temps. Mais bon voilà, c'est comme ça qu'a débuté notre histoire d'amour et voilà, après c'était trop chouette, on était trop heureux et puis on est encore très heureux d'être ensemble aujourd'hui. Donc par la suite, fin 2018, je termine mon CDD à la microcrèche et je décide du coup de partir de mon cocon familial pour emménager avec lui du coup sur Caen. Donc dans un premier temps, j'ai vécu chez mes beaux-parents et puis par la suite, on s'est installé dans un petit village du coup toujours à côté de Caen et on y est toujours et on est très heureux d'être là aujourd'hui. Mais du coup sur Caen j'ai très vite aussi recherché un job, j'ai eu pas mal d'expériences surtout dans des micro-crèches, dans des crèches, dans des multi-accueils, etc. Mais je me suis rendu compte qu'encore une fois j'étais plus à l'aise en micro-crèche, mais à ce moment-là et encore cette année, c'est vrai que c'est très bouché le milieu de la petite enfance, ça dépend des régions, mais par chez nous, en fait, en Bretagne, enfin, ça dépend, je vais pas dire la Bretagne même, mais le lieu où j'habitais à côté de Rennes, c'était bouché, sur Caen, c'était bouché aussi, donc c'est très compliqué de trouver un job, mais bon, en tout cas j'ai eu des petits jobs par-ci par-là, parfois des CDD, parfois des CDI, mais en fait toutes ces expériences elles m'ont permis de me construire en tant que professionnelle de la petite enfance, donc auxiliaire petite enfance. Je me suis forgée, je suis tombée de très haut, j'ai appris. Bref, voilà, il y a eu des hauts et des bas comme pour beaucoup de choses, mais en tout cas c'est ça qui m'a permis de me forger aujourd'hui. Et ce que j'aime encore le plus, c'est participer à des conférences, participer à des webinaires. J'ai adoré aussi proposer plein de choses pour les parents. Bref, ça a été beaucoup de choses qui m'ont intéressée. Et je crois que c'est ce qui continue aussi aujourd'hui à me faire vibrer parce que j'adore les conférences, j'adore toujours en apprendre. Je suis toujours friand. En fait, j'ai l'impression que j'ai jamais fini d'apprendre. Et heureusement, parce que la vie vraiment, de toute façon, t'en apprends tous les jours. Et donc j'ai passé, comme je disais, des moments très agréables, des moments aussi beaucoup plus douloureux. Mais je continue malgré tout dans la petite enfance parce que je sens que c'est ma passion. Sauf que je me rends compte au bout de ces années, c'est que les conditions de travail se détériorent et ça ne correspond plus du tout à mes valeurs professionnelles. Mais malgré tout, en fait, je me force à continuer parce que j'adore être au contact des enfants, même si, c'est compliqué parce que on est très peu de professionnels de crèche pour le nombre d'enfants qu'il y a au quotidien. C'est-à-dire que aujourd'hui, dans les micro-crèches, tout dépend de la superficie, mais on était passé de 10 enfants en micro-crèche, maintenant jusqu'à 14. Et vous voyez, on est 2 pour 12 enfants, 2 professionnels pour 12 enfants. Et en fait, ça pose pas de souci parce que pour le coup, le gouvernement, c'est eux qui ont instauré ce type de procédure. Cependant, dans la réalité, sur le terrain, c'est très compliqué. En fait, ça m'a fait dégoûter de mon métier parce que moi, j'adore être au contact des enfants, j'adore leur offrir des activités, j'adore être au contact d'eux. Mais en fait, tout ce stress, toute cette fatigue, toute cette charge de travail, toute cette culpabilité de ne pas répondre aux besoins de chaque enfant m'a aujourd'hui certifiée dans l'idée de me dire mais je peux plus en fait participer à ce genre de choses parce que c'est très compliqué et je me suis voilé la face durant toutes ces années dans les crèches. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, pourquoi je suis autant fatiguée, pourquoi c'est trop dur pour moi, pourquoi en fait... Puis je me sentais seule en fait à vivre ça. J'ai l'impression que personne en fait ne voyait les choses comme moi. Tout le monde en fait disait mais non mais il y a pas de souci, il y a que toi qui ressens les choses comme ça, il faut vraiment que tu arrêtes d'être trop sensible, d'être aussi trop ça.
Et en fait, mais ça me mettait en colère d'entendre toutes ces choses-là. Je me disais, mais c'est pas possible. Et en fait, vraiment, je crois que sur toutes ces années, je saturais, j'arrivais plus du tout à rester en adéquation avec mes valeurs. Je me rappelle toujours de ce moment où, en fait, j'étais en train de faire un soin de nez à un enfant. Et à ce moment-là, ma collègue, elle s'occupait déjà de lever les bébés pour changer leur couche et tout. T'as tous les enfants en section, t'en as un qui tombe, t'as tout le monde qui se met à pleurer. Et là, je me rends compte, à ce moment-là, je me rappelle toujours de cette scène-là, où en fait, je suis en train de faire le soin de l'enfant. Et là, je me mets à pleurer et je craque devant l'enfant. Et du coup, je me dis, mais sois honnête avec l'enfant, dis-lui les choses que tu es triste, parce que ça fait partie aussi des adultes, donc de ressentir des émotions et tout. Donc du coup, je regarde l'enfant, je lui dis, tu sais, Océane, elle est triste, là, elle pleure parce que c'est difficile aujourd'hui au travail, à la crèche, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et tu vois, j'aimerais beaucoup te faire ton soin de nez, mais également, en fait, je sais plus comment je formule ça, mais voyez, je fais un peu plus court pour l'enfant, mais en gros que j'aimerais être partout à la fois, et sauf que c'est pas possible parce que je n'ai que 2 bras et je n'ai que 2 mains. Donc du coup je lui ai dit on va attendre pour le soin de nez, je vais retourner en section. Mais c'était tellement compliqué et plusieurs fois ce genre de situation m'est arrivé. Je me revois encore dans les dortoirs, à chaque main j'étais en train de bercer chaque lit, les lits des bébés. T'en berces un, t'en as un qui s'endort, t'en as un autre qui se réveille, qui pleure, du coup ça réveille, du coup bref, trop compliqué, mais combien de fois j'ai pleuré. Je crois que j'ai fait 3 burn-out pendant ces 6 années en crèche. C'était trop compliqué, mais le problème c'est que en fait je remarque que les conditions ne s'améliorent pas, et aussi qu'on est très peu rémunéré par rapport à tout le travail qu'on fait. C'est vrai qu'on a peu ou voire pas du tout de reconnaissance par rapport à notre métier, sauf que ça fait partie des métiers qui sont importants parce que sans nous, les parents n'ont pas de mode de garde. Et en fait, moi je trouve ça tellement dommage parce que en fait, plus ça va continuer, plus il va y avoir des gens passionnés tout comme moi qui vont partir de ce milieu-là et qui vont par la suite, je l'espère pas, mais recevoir des personnes non diplômées qui vont s'occuper de vos enfants. Et vraiment, ça j'en ai pas envie, parce qu'en fait, maintenant on a le droit d'accueillir des personnes non diplômées qui peuvent s'occuper des enfants. Et je trouve ça aberrant, c'est pour ça que je fais grève et que je manifeste par rapport à ça, parce que pour moi, il faut un diplôme qui est certifié pour pouvoir s'occuper des enfants. Enfin, je veux dire, ça reste des petits humains, ils ont besoin de nous, on a besoin d'avoir des qualifications et des compétences. C'est pas pour rien qu'il y a des diplômes qui sont mis en place pour pouvoir s'occuper de nos enfants. Et c'est vrai que ça, on en parle peu. Et à chaque fois que je fais des vidéos sur YouTube par rapport aux conditions de travail dans les crèches, on me remet toujours à l'ordre. Et je trouve ça tellement dommage en fait de se voiler la face par rapport à ça, parce que moi aujourd'hui c'est ce que je vis en tant que professionnelle, et c'est ça aussi qui m'a totalement déçue en fait, parce que je me suis dit c'est pas possible de vivre dans des conditions comme ça. Donc je sais pas ce que vous en pensez, si vous êtes professionnel de la petite enfance et que vous vivez ce genre de choses, ou peut-être pas du tout. En tout cas je serais ravie de savoir votre point de vue, et si jamais vous aussi vous avez envie de libérer la parole par rapport à ça, eh bien n'hésitez pas, je vous mettrai le formulaire dans la barre d'informations pour pouvoir vous inscrire, parce que vraiment j'ai l'impression de me sentir super seule par rapport à toutes ces conditions de travail d'aujourd'hui quoi. Je suis désolée, je pense que ma colère a dû se faire ressentir, mais je voulais vraiment être honnête avec vous et de vous dire que la réalité c'est ça aujourd'hui, et que je ne fais pas une généralité par rapport à toutes les crèches. Il y a peut-être des crèches à laquelle ça se passe très bien et dont les directeurs ou directrices d'établissement sont vraiment très respectueux par rapport à ça, mais après encore une fois les directrices et directeurs se plient aussi à ce que dit le gouvernement, donc par rapport aux procédures, etc. Donc après je peux comprendre que des 2 côtés ça peut être compliqué, mais il faut voir aussi, il faut vraiment que les membres du gouvernement viennent en fait dans les moments de rush et qui se rendent compte en fait que c'est très compliqué. Des fois de faire manger 2 bébés en même temps, c'est juste pas possible. Enfin vraiment pas du tout, on n'est plus du tout dans le respect et le besoin de chaque enfant, c'est pas possible. Et du coup j'avais cette chance moi de rencontrer ma meilleure amie durant les crèches. Donc on s'est rencontrés je sais plus en quelle année, je crois que c'était 2019-2020, juste avant le Covid, et du coup on a travaillé longuement ensemble, et c'est vrai qu'on s'est toujours dit il faut vraiment qu'on sorte de ça parce que ça correspond plus à nos valeurs, et on s'est dit il faut vraiment qu'on arrive à trouver un projet ensemble, mais c'est hyper compliqué, ça coûte beaucoup d'argent, donc on s'est dit il faut vraiment qu'on trouve une porte de secours, parce que c'était plus du tout envisageable, et on s'épuisait. Et vous voyez, moi aujourd'hui j'ai 25 ans et je me sens épuisée de mon travail, alors que je suis encore jeune quoi, j'ai encore plein de choses à découvrir, mais on devrait pas subir ça quoi. Ce que je veux vous partager, c'est que moi c'est mon expérience à moi, ça sera peut-être pas le cas dans toutes les micro-crèches, donc je voulais juste dire qu'il faut pas faire une généralité, mais moi en tout cas c'est ce que je ressens, c'est mon point de vue, mon vécu, mon expérience, mais voilà, moi je voulais juste en fait en parler pour que j'espère un jour les conditions vont pouvoir s'améliorer,
parce que c'est très compliqué. Donc du coup, en décembre 2023, je sens que je suis arrivée au bout de mon métier. J'y arrivais plus, je pleurais, je me reconnaissais plus, je reconnaissais plus toutes mes valeurs. En fait, j'étais vraiment tout le temps en colère, j'en pouvais plus. Je me disais, mais j'ai l'impression que j'étais en dehors de mon corps, je n'y arrivais plus et je me retrouvais plus auprès des enfants, j'en avais marre. J'arrivais plus à supporter les pleurs alors que franchement, vous voyez, je me reconnaissais plus. C'était très compliqué. Et puis je me suis rendu compte aussi au fur et à mesure de ces années que je n'étais pas du tout faite pour travailler en équipe. J'aimais bien travailler solo, j'aimais bien être ma propre patronne en fait. J'aime bien avoir mes propres responsabilités, faire ce que j'ai envie en fait. Et je me rends compte que il y a très peu de métiers par rapport à ça qui s'offrent à moi dans le milieu de la petite enfance. Donc j'ai décidé de me laisser le temps d'y réfléchir, sauf que j'ai fait un burn-out en octobre ou novembre 2023, je me souviens plus, où j'en pouvais plus. Donc j'ai craqué, je me suis mise en arrêt. Et puis en parlant avec une maman du coup d'un petit bébé, on s'est vu une fois, elle me faisait part de ses difficultés en tant que mère et des tabous parfois qu'on n'aborde pas autour de la parentalité. Et elle me dit franchement ça me fait vraiment du bien de t'en parler, je me sens vraiment soutenue. En fait, c'est vraiment, j'ai l'impression de ne pas être jugée, tu me comprends, tu me réconfortes en fait sur mon rôle de parent. Mais elle me dit, mais est-ce que t'as pensé à je sais pas, à travailler auprès des parents, vraiment les rassurer et tout. Et là, mais je pense qu'elle ne se rendait pas compte, cette maman-là, à ce moment-là, qu'elle venait de m'apporter une ampoule au-dessus de ma tête. Et là, je me suis dit, mais oui, mais pourquoi pas, aller aider les parents dans leur quotidien, vraiment les rassurer, leur apporter de l'aide au quotidien, s'ils ont des questions, les orienter, bref, être là pour eux. Mon cerveau il a fait un retour en arrière, il y a eu des flashbacks de plein de témoignages de parents. Je me souviens qu'ils m'avaient dit des mots très très forts et très doux qui m'avaient vraiment réconforté dans mon rôle de professionnelle. Mais durant ces 6 années, franchement, j'ai rencontré des parents, c'était des pépites et franchement je les remercie encore, et qui me disaient, mais vous êtes une super professionnelle, merci de nous rassurer, merci de répondre à nos questions, merci pour tout ce que vous faites pour notre enfant. Qui disaient, mais on adore votre douceur, vous faites vraiment du bien, vous apportez tellement de bonheur auprès des enfants, ils sont toujours trop contents de vous revoir et tout. Bref, je me souviens de toutes ces belles choses qu'on m'a dit. Et là, je me suis dit, ok Océane, là, t'as cette porte d'ouverte. Donc vas-y, il va falloir que tu fasses autre chose. Du coup, j'effectue ma rupture conventionnelle en décembre 2023. Et là, c'est une nouvelle vie qui s'offre à moi professionnellement. Franchement, je suis super contente d'avoir quitté mon CDI et d'être allée au bout de ce que je voulais entreprendre et d'avoir fait et d'avoir pris vraiment cette décision en me disant, là t'en peux plus, prends soin de toi et va faire quelque chose de nouveau. Peut-être que ça va te plaire, peut-être que tu vas chuter, mais en tout cas, sache que tu vas apprendre. Et ça, tout ce que je vous dis là, je peux pas continuer parce que ça fera l'objet d'une vidéo YouTube pour parler de ce second projet de 2024. Tout ce que je voulais dire, c'est que durant ces 6 années auprès des enfants, j'ai appris beaucoup de choses. Je remercie tous les parents, tous les enfants qui m'ont appris tellement de choses et qui m'ont aidé énormément, qui m'ont permis d'être la professionnelle que je suis aujourd'hui. Merci pour tout votre amour, tout votre soutien que vous m'avez apporté. Je vous remercierai jamais assez pour tout ce que vous m'avez permis de vous offrir. Vraiment, sans vous, je serais pas la professionnelle que je suis aujourd'hui. Donc merci du fond du cœur d'être vous, d'avoir été là à chaque instant pour moi et merci du fond du cœur. Merci vraiment à toutes les familles, tous les parents, tous les enfants avec qui j'ai pu avoir vraiment de très très bons souvenirs. En tout cas, sachez que je ne vous oublie pas. J'ai toujours une pensée pour vous. J'ai toujours de bons souvenirs dans ma petite tête et je ne vous oublierai jamais. Bon, je sais que ce podcast est assez long, mais je voulais vraiment finir sur cette petite touche parce que il y a ça aussi qui m'a permis aussi de partir sur ce projet-là, que je vous en reparlerai bientôt comme j'ai pu te le dire. En fait, ce que je voulais te dire, c'est que mon papa et ma maman, ils m'ont eu après avoir perdu un petit garçon qui devait se nommer Kéristin. Ma maman, elle a fait une fausse couche et petit Kéristin, il a pris son envol, il est décédé. Lorsque j'en parle avec mes parents ces années-là, ils me parlent qu'il n'y avait aucun accompagnement pour les parents, ou du moins, ils n'en avaient peut-être pas connaissance. Ils n'ont pas eu l'occasion de dire au revoir à Kéristin. Ils ont dû très vite se réacclimater à leur vie. Ils n'ont pas eu le temps en fait de faire ce deuil-là. Mes parents, ils en parlent avec beaucoup de recul et avec beaucoup de sourire aujourd'hui, mais je n'ose imaginer la douleur qu'ils ont dû ressentir à ce moment même. Surtout pour ma maman, en fait, qui a un côté très maternel et qui a toujours voulu être maman. Je crois qu'elle m'a offert ça parce que au fond de moi, je sais que je suis prête à être maman et j'ai toujours eu ce côté très maternel. D'ailleurs, c'est mon papa qui me le dit, que
J'apporte toujours un côté maternel à tout le monde, je materne les gens beaucoup et le jour où je serai maman, je pense que ça serait le projet qui me permettrait d'être la plus heureuse au monde. En tout cas, c'est pas un projet qui va venir tout de suite, voilà, c'est une décision qui pour moi nécessite quand même réflexion, qui nécessite vraiment d'en parler, et puis c'est aussi un projet qui regarde personne à part moi-même et mon conjoint. Mais voilà, c'est ma maman qui m'a offert cette belle chose, je sais pas comment je pourrais formuler mon mot, mais j'adore qu'on me dise mais tu es très maternelle, tu apportes vraiment En fait, je crois que c'est vraiment le plus beau compliment qu'on puisse m'apporter. J'adore, je crois que les enfants avec qui j'ai pu m'occuper, c'est pas mes enfants, mais je les ai maternés autant que ça serait mes enfants, vous voyez. Et je leur ai donné tout l'amour que je pouvais leur offrir, mais sans prendre la place du parent, bien sûr. Du coup, voilà, mes parents n'ont pas eu le temps de dire au revoir à Kéristin, qui devait être mon grand frère. Mais mes parents avaient la chance, et c'est ce ils ont pu me dire, c'est que ma maman avait un gynécologue qui était vraiment formidable, adorable, et qui était extrêmement bienveillant, et qui mettait des mots d'encouragement pour mes parents. Et donc, par la suite... ils m'ont eu, donc je suis leur première petite fille, et donc ils ont décidé de m'appeler Océane, parce que c'est un prénom que ma maman aimait beaucoup. Et je crois aujourd'hui qu'il y a une partie de moi qui est là aujourd'hui pour laisser un message sur la terre, sur l'accompagnement des parents qui, je pense pour moi, est très important et précieux aujourd'hui. Je pense qu'il m'a fallu des années pour que cette idée fleurisse et prenne son chemin dans ma tête. Donc déjà, merci à moi-même de grandir, d'apprendre de mes erreurs et de ne pas baisser les bras, et surtout d'apporter cette sensibilité aux autres humains qui manque beaucoup aujourd'hui. Je voulais remercier papa et maman pour m'avoir partagé un bout de votre histoire avec Kéristin. Je sais que vous m'en parlez très très peu, mais j'ai toujours une pensée pour ce petit garçon qui aurait dû faire partie de votre vie, de notre famille. Ces expériences en crèche et votre expérience en tant que parent quand vous avez perdu Kéristin, je crois que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je me suis dit j'ai envie d'accompagner des parents qui, comme vous, sûrement aurait eu besoin d'avoir une main tendue à ce moment-là. Et vous n'en avez pas eu. Je suis vraiment désolée en fait que vous n'ayez pas eu cette main à ce moment-là pour prendre le temps de faire ce deuil. Et je voulais juste aussi adresser quelques mots à Kéristin. Je sais qu'on se connaît pas, on se connaîtra jamais, mais ce que je voulais dire c'est que Kéristin, tu méritais aussi d'avoir ta petite tombe à laquelle on pourrait se recueillir pour t'adresser une pensée qui nous est toute singulière en fait envers toi. Ce que je voulais dire c'est que papa et maman n'ont pas eu que 3 enfants, mais ils en ont eu 4. Car oui, Kéristin, en fait, tu as fait partie de notre famille et je voulais vraiment te rendre hommage aujourd'hui dans mon podcast. Je sais que je me répète beaucoup, mais je cherche, je pense, mes mots parce que mes mots, ils viennent vraiment du cœur, tu vois, et vraiment, je les cherche. Je sais pas si tu m'écouteras et je sais pas si tu veilles sur nous, mais ce que je voulais dire, c'est que merci d'avoir enchanté la vie de papa et maman à ce moment-là parce que t'étais très attendu comme petit garçon et ils avaient vraiment à cœur de t'offrir ce prénom-là qui est donné à aucun enfant et qui... Enfin, du moins pas en notre connaissance. Sache qu'ils ont été très heureux de t'avoir, mais ils sont aussi très heureux de nous avoir aussi. Et on a toujours une pensée pour toi. Donc je sais que ces dernières années, j'ai pas vraiment pensé à toi, mais je me suis beaucoup en fait penchée vers toi parce que je travaille en même temps en ce moment beaucoup sur la parentalité et on parle parfois du deuil, de la perte d'un enfant, et c'est vrai que j'ai eu une pensée pour toi. Sache qu'on t'oublie pas et qu'on a toujours une pensée pour toi. Et que même si tu fais pas partie de nos vies aujourd'hui, tu feras toujours partie de nous. Tu feras toujours partie de notre cœur, tu feras toujours partie du cœur de papa et maman, ouais. Et puis sache que si jamais t'aurais été là, j'aurais été super fière d'avoir un grand frère parce que tu vois, c'est difficile d'avoir ce rôle d'aîné, tu vois, c'est pas toujours facile, parfois on a plein de responsabilités et tout, mais tu vois, j'en suis pas mal fière aussi parce que du coup, je peux veiller sur mes petites sœurs. Mais franchement, tu vois, j'aurais été super fière d'avoir un grand frère comme toi. Merci infiniment d'avoir partagé ce moment avec moi dans ce premier épisode de Ma bulle de douceur. J'espère que mon témoignage t'aura permis d'en apprendre un peu plus sur moi et sur ce que j'ai vécu. J'aimerais beaucoup entendre ton ressenti sur cet épisode, donc n'hésite pas à partager tes ressentis, tes questions ou même tes suggestions dans les commentaires. Ton retour, il est vraiment essentiel pour m'aider à créer du contenu qui résonne avec tes besoins. Si tu souhaites participer à mon prochain épisode, je t'invite à remplir le formulaire que tu peux retrouver dans la barre d'informations. Merci encore pour ton écoute et le temps que tu y as consacré. Prends soin de toi et rendez-vous le mois prochain pour le prochain épisode de Ma bulle de douceur.